Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Vous l'aurez pas raté, les derniers mois, dernières années ont été sacrément agités côté marketing, notamment à cause de notre nouvel ami l'IA qui a rebattu un peu les cartes sur pas mal de sujets. Et donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler des tendances marketing qu'on voit pour 2026. Le sujet il va être articulé en trois temps. On va d'abord parler des contenus incarnés qui prennent justement encore plus d'importance pour se différencier des contenus un petit peu IA generated, comme on pourrait le dire. On va parler d'influence marketing et on va parler quand même évidemment d'IA et de cas d'usage dans la dernière partie de ce podcast. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Patrice Barbezier qui est CMO part-time. Bonjour Patrice. Coucou Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Évidemment, c'est pas la première fois. Euh, c'est un Merci de penser retour à de moi. retour de retour de retour. Je Mais c'est suis un peu toujours le un pote, plaisir. le gros lourd qui revient à chaque fois qu'il toque à la porte. Je peux encore revenir? C'est ça. Bon, là, en l'occurrence, pour être tout à fait transparent, c'est moi, c'est Patrice, tiens, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour faire ce sujet-là avec moi. Est-ce que tu pourrais venir donc c'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour ceux qui auraient raté les 12 000 premiers épisodes qu'on a fait ensemble ou nos webinars, te représenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Écoute, moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse en marketing, en B2B. J'ai travaillé dans des grands groupes chez Sony et Samsung, en startup chez Partout, où j'avais créé le marketing et vécu toute la phase de scale en tant que CMO. Et depuis 3 ans, maintenant, je suis à mon compte en tant que part-time et advisor en marketing B2B. Ouais, ok. Et ben justement, du coup, on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Euh, qui n'a pas vocation, d'ailleurs, je le précise, à être une vérité absolue, hein, mais c'est les sujets que, de par notre expérience et puis aussi notre vision du marché, on va dire, par les discussions qu'on peut avoir dans les différentes communautés marketing dans lesquelles on fait partie ou qu'on anime, euh, les sujets qui reviennent et nous semblent importants, sur lesquels on a identifié quand même quelques dynamiques intéressantes qu'on va vous parler là. Donc le premier sujet, Patrice, c'est le contenu incarné. Je le disais en introduction. Qu'est-ce que ça veut dire contenu incarné et d'où ça vient? De quoi on parle? De quoi on parle? On parle des contenus qui sont personnifiés, c'est comme ça qu'on dit? Écoute. Personnifiés. Qui sont donc incarnés par une personne, parce que le constat aujourd'hui, c'est que ça fait quand même maintenant pas mal d'années que toutes les boîtes ont compris que le contenu, le blog, voilà, c'était le média, et que le média, c'est ce qui faisait connaître l'entreprise, c'est ce qui faisait générer des leads, c'est ce qui faisait, bref, patati patata. Donc tout le monde s'est très bien engouffré là-dedans, il n'y a aucun souci. Mais les gens se sont tellement bien engouffrés là-dedans qu'il y a, enfin en tout cas je trouve, et je crois que tu es d'accord avec moi, une certaine saturation. Mais quand je dis saturation, c'est pas forcément des contenus, mais saturation du type de contenu proposé, les articles, les e-books, patati patata, mais que dans le fond qui est proposé, maintenant c'est un peu difficile de sortir du lot, et l'IA n'aide pas. L'IA fait qu'en termes de production, je pense que tout le monde fait du x2, x5, x10 avec l'IA, et que malheureusement, quand l'IA est mal utilisée, en termes de qualité, on est quand même moins bon qu'avant. Donc il y a quand même on tend, je trouve, vers une certaine médiocrité parfois du contenu au sens large, et que le contenu incarné, c'est se dire, bah voilà, c'est un contenu qui est personnifié. Donc là, il y a une personne qui vient prendre la parole sur un sujet pour montrer son expertise, qui sera appuyée par une vidéo ou de l'audio pour vous rendre le contenu encore plus fort, même si ça peut évidemment rester à l'écrit, pour apporter beaucoup plus de puissance. Donc c'est finalement ce à quoi je crois pas mal, mais c'est finalement toi aussi ce à quoi tu crois pas mal, je sais, Axel. Euh, et donc dans ces contenus incarnés, en fait, il y a pas mal d'exemples. Il peut y avoir des fameuses séries de vidéos que tu peux faire sur YouTube. Tu peux avoir des podcasts, audio-vidéo. Tu peux avoir aussi des événements, qui soient en petit comité ou même à plus grande audience. Et tous ces contenus-là, en fait, vont apporter, de par l'expertise que tu présentes, vont te donner beaucoup plus de crédibilité dans ta prise de parole. Donc, ça va venir impacter ton image de marque, qui va aussi d'ailleurs impacter le fait d'être choisi, reconnu, patati patata. Et surtout, ce qui est pas mal avec ces contenus-là, c'est qu'ils peuvent être souvent assez longs. Donc, il y a un potentiel de recyclage qui est assez fort pour en faire ces fameux e-books, articles, posts RS, shorts, que sais-je, qui fait qu'ensuite, tu es peinard sur ta communication pendant toute l'année. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer qu'au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois
prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient HIT, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site hit.io, donc HEEET.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, c'est clair. Non, mais du coup, moi, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que quand comme tu l'as dit, l'IA fait que le contenu rédactionnel, c'est vrai que bah, ça a nivelé, enfin, ça a apporté peut-être un niveau de base, je veux dire, un niveau de qualité plus homogène. Est-ce que ça nivelle par le bas ou par le haut? Chacun se fera son avis, mais en tout cas, on sait plus si on a affaire à une IA ou à quelqu'un qui a vraiment rédigé un article sur les articles de blog. Déjà que le blog, c'était quand même, mine de rien, blog, réseaux sociaux, e-book, c'est un peu le triptyque royal du B2B. Toutes les boîtes font un peu à minimum ça, on va dire, quand on fait du contenu, et donc on se différencie plus du tout, quoi. Sur le contenu incarné, moi je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. Je voulais faire un petit focus sur le podcast. Et c'est vrai que le format d'interview, en tout cas de discussion qu'on a tous les deux, il va être enfin, on va peut-être m'entendre un peu plus parler que d'habitude parce que c'est un sujet qu'on a construit à deux. Et donc on va partager tous les deux nos points de vue. Mais c'est vrai que moi je voulais faire un focus sur le podcast, tu vois, parce que je l'ai vu dans la communauté, il y a pas mal de marketeurs qui m'ont sollicité justement pour avoir des questions sur le podcast parce que ça fait partie des projets. Tu vois, moi, c'est pareil, je vais en lancer avec un client et tout. Donc, on voit qu'il y a une demande un petit peu par rapport à ça. Et évidemment, moi, je trouve que c'est super intéressant en B2B. Tu l'as dit pour plein de choses parce que bah, par le son et par l'image, parce qu'un podcast, bah, nous, on enregistre la vidéo, tu vois. Donc, effectivement, ça peut aussi, il y a l'image. Tu crées un lien qui est très fort avec ta cible que tu n'es pas capable d'avoir simplement à l'écrit. Mine de rien, il y a des personnes, encore une fois, on incarne le message et du coup, on crée un lien qui est différent d'un article de blog. Euh, on est sûr d'avoir un expert qui parle en face. Donc ça, c'est pareil. On est quand même sur des formats longs, avec de l'expertise. Donc c'est des contenus qui sont intéressants, qui vont demander un effort plus important pour la cible, c'est sûr, à écouter. Mais au moins, on est sûr d'avoir une information de qualité derrière. Et puis après, j'allais dire, même pour une marque, ben, toi, quand tu es marketeur, on n'a pas tous la chance d'avoir l'expertise métier pour écrire un contenu qualitatif. Donc en fait, avoir un podcast, que ce soit enregistré avec un expert en interne ou en invitant des experts en externe, ça va te permettre au moins de faire appel à quelqu'un d'autre qui va venir bah, du coup apporter son expertise sur ton contenu et donc te permettre d'alimenter ta stratégie de contenu. Et comme tu l'as dit, derrière, il y a un très fort potentiel de recyclage. Donc typiquement, si tu mets en place une série de podcasts avec des invités, en traitant différents sujets, tu vas pouvoir derrière recycler ce contenu-là pour écrire des articles de blog, écrire des posts sur les réseaux sociaux, diffuser des shorts et tout. Mais au moins, tu auras une matière première super qualitative pour créer un contenu qui sera vraiment intéressant et qui va être différent de ce qui peut être IA generated ou article un peu bête et méchant SEO comme on pouvait le faire pendant un temps pour bourrer des mots-clés, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait passer d'ailleurs de l'audio à la vidéo? Justement, c'est pour encore plus incarner? Alors c'est pas tant parce que j'avais envie de voir ma tête à l'écran, mais c'est surtout Je en fait sais si qu'il y a des tu posters de toi dans ta chambre. évidemment, mais qui n'a pas des posters de moi dans sa chambre? Les gens, c'est affreux ces discussions avec toi à chaque fois, je dois être insupportable. Non mais de l'audio à la vidéo, en fait, le gap, l'effort est très faible à fournir pour passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que moi, j'utilise le même logiciel, je fais le montage de la même façon. Et j'ai juste acheté une caméra en plus, tu vois. Puis en plus encore, j'ai pas pris la grosse caméra, j'ai pris une petite webcam, tu vois, mais qui est déjà une image un peu qualitative. Et ça me permet de le diffuser en plus sur YouTube avec l'image. Et potentiellement, ça va permettre aussi de faire des shorts et tout. Donc ça, c'est pour ça que tu vois, moi j'ai rajouté la vidéo. Mais en vrai, en temps de montage, ça me prend pas plus de temps. Enfin, si, peut-être un peu pour faire des shorts quand on les fait. Mais après, diffuser sur YouTube, c'est pareil que diffuser sur Ocha ou tous les trucs de podcast, quoi. Donc l'effort en plus, il est assez faible. Et par contre, voilà, bah, si tu arrives à te positionner comme il faut sur YouTube, c'est un moteur de recherche à part entière, donc ça peut être énorme en termes de visibilité. Ce que j'ai encore un peu de mal à activer personnellement, mais voilà, bref, ça demande d'autres efforts aussi supplémentaires. Ok. Euh,
Et d'ailleurs, tiens, tu me relanceras sur YouTube parce que petite astuce à partager qui peut être intéressante après. Mais je le disais, ouais, donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire participer des experts externes pour t'apporter la matière première que toi, t'as pas forcément en tant que marketeur, à moins de vendre un logiciel à des marketeurs. Voilà, ça, c'est la position idéale quand tu es la cible et que tu as l'expertise. Et du coup, par ça, ben, chaque épisode, ça devient aussi une opération de co-marketing, parce que ton invité, il va le repartager à son réseau, donc ça te permet d'aller toucher un réseau que toi, tu serais pas capable de toucher tout seul. Et en plus, mine de rien, ça peut avoir un vrai impact business ben aussi, où tu peux inviter des prospects sur ton podcast, des gens qui n'auraient pas répondu à des mails de Ouais. prospection ou à des séquences à droite à gauche. Et ben Parce du que tu es coup, toujours flatté quand tu es invité sur un podcast. exactement. Et ça te permet d'avoir accès à des gens à qui tu n'aurais pas pu avoir accès ailleurs. Évidemment, tu vas peut-être pas leur vendre en cours d'épisode ta solution, mais au moins ils sont capables de te placer sur la carte et de savoir ce que tu fais après. Moi, j'ai des collègues podcasteurs qui ont déjà vendu des missions comme ça. Toi, je sais que tu as des exemples comme ça aussi, Patrice. Ouais. Ouais, c'est Kokoroé, justement, bah justement, c'est un podcast qui s'écoute où elle raconte, la cofondatrice, comment un invité sur deux est signé derrière. Et sachant Ouais. qu'on parle pas de petits comptes, on parle de boîtes ETI ou CAC 40, donc c'est du costaud. Ouais. Ok, énorme. Donc on voit bien que ça c'est super intéressant et c'est un levier mine de rien qu'on sous-estime un petit peu, mais c'est vrai que ça donne accès à des personnes qu'on a du mal à solliciter par ailleurs. Voilà, donc ça c'est sur les avantages du podcast. Donc qualité du contenu, qualité de la relation avec l'audience, et puis co-marketing et potentiellement toucher des gens qu'on n'est pas capable de toucher par ailleurs. Et puis après, je voudrais aussi démystifier un petit peu le truc. J'avais fait un épisode consacré spécialement à comment on lance un podcast. C'est pas si compliqué que ça à faire. Tu vois, moi là, typiquement, pour enregistrer cet épisode, bon, j'ai mon micro que j'ai acheté qui m'a coûté 130 euros. J'ai une petite caméra qui m'a coûté 100 balles. Donc ça, c'est des investissements de base. Derrière, j'ai un logiciel qui me coûte 20 dollars par mois pour enregistrer, Zencaster. Et puis, j'ai un logiciel pour diffuser, Ocha, qui coûte pareil, 20 balles par mois. Et puis voilà. Et puis pour le montage, j'ai un truc qui me coûte 120 euros par an. Tu vois. Donc au final, c'est des investissements qui sont assez faibles en termes en tant qu'entreprise. Voilà, ça peut être enregistré à distance. On n'a pas forcément besoin de passer par un studio de montage, d'enregistrement qui va te faire le montage aussi, même si c'est possible. C'est pas si cher que ça non plus. Mais ça s'optimise bien. Donc voilà, faut pas non plus surcomplexifier le sujet. Ça peut se lancer assez facilement. Et moi, je trouve que, en tout cas, par contre, c'est vraiment un moteur d'une stratégie de contenu qui va te permettre de créer un contenu qualitatif que tu vas pouvoir recycler derrière sur plein de canaux. Donc moi, je trouve que le ROI, il est super intéressant sur le podcast. Et Axel, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui ont un peu peur ou qui ont l'impression que tout le monde se lance sur le podcast et que ce sera difficile d'émerger? Je réponds que euh, personne ne se pose cette question-là quand on parle de faire un blog, alors que le nombre d'articles de blog qui sont publiés en ligne, que tu regardes, il y a Ouais, beaucoup plus c'est de vrai. blogs d'entreprises que de podcasts, parce qu'on voit le potentiel du SEO, mais c'est voilà. Donc, j'ai envie de dire, voilà, cette question de compétition, elle n'est pas forcément c'est pas qu'elle est pas pertinente, mais évidemment, par contre, ça doit pas être un bloqueur, d'autant qu'il y a 1000 façons de se différencier par le podcast, que ce soit par la durée des épisodes, le format des épisodes, est-ce qu'on fait des formats tout seul, est-ce qu'on fait des formats toujours avec le même invité, est-ce qu'on invite différentes personnes, quel angle on va donner à la conversation. Tu vois, moi, il y a un podcast marketing que j'adore, où je trouve l'idée géniale, c'est américain, c'est This Meeting Could Have Been a Podcast, c'est Jess Cook qui fait ça, et en fait, elle enregistre ses one-one, elle rejoue ses one-one avec son CEO. Et donc, en Hmm. fait, c'est un peu, tu vois, genre leur point hebdo CMO, CEO, où ils décortiquent un peu du coup, voilà, leur conversation, les sujets dont ils parlent et tout. Et ils rejouent, du coup, leur one-one en podcast. Et je trouve ça trop bien. Alors que le podcast marketing, c'est peut-être le podcast qui a le plus, tu vois, dans la sphère B2B. Mais ils ont réussi à trouver un angle qui est super intéressant, qui fait que tu vas pouvoir aller écouter. Et l'autre sujet que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, même si tu as 50 écoutes par mois sur tes épisodes, si c'est les bonnes personnes qui écoutent, bah, tu crées quand même un truc qui est hyper quali dans la relation avec tes prospects. Et puis, même si personne l'écoute, eh ben, du coup, si derrière tu t'en sers comme il faut pour alimenter tes réseaux sociaux, ta newsletter, ton blog, parce que tu vas utiliser cette matière-là pour rédiger tes contenus, bah, en fait, tu vas quand même pouvoir en tirer un ROI, tu vois. C'est pour ça que ça vient vraiment prendre le cœur de la stratégie de contenu. Donc, pour moi, c'est pas tant une question de compétition, quoi. Ah, je suis d'accord. Non, je te rejoins. Je te rejoins. Ouais, écoute, ça tombe bien. Tu vois, j'ai bien fait de t'inviter. Voilà, donc Je voilà réunis un à petit chaque peu fois, Axel. sur le sujet du podcast. Et toi, je sais que Patrice, du coup, tu voulais aussi revenir sur les events.
Ouais, Et c'est, qu'on a mis dans des contenus incarnés. Et c'est déjà, ça mine de rien, c'est déjà une prise de position, tu vois. Parce qu'on parle du coup des events qu'on va organiser soi-même et on l'a mis dans la stratégie de contenu. Donc c'est quand même ah oui, intéressant. c'est vrai, tu as raison et je sais que c'est, Guilhem Berthollet là, qui est le fondateur de l'agence Invox, qui met toujours aussi beaucoup les événements dans le contenu et je le rejoins à fond, sur ce point, parce que, bah, derrière, effectivement, c'est quelque part, ta prise de parole du podcast ou de l'article qui se fait en physique ou en ligne face à une audience. Donc quelque part, j'ai envie de dire, le principe reste le même, mais c'est juste fait différemment. Donc ouais, pour les événements, là, c'est pas pour parler des salons, hein, c'est vraiment pour parler des événements que tu vas organiser, en propre. Et et moi, je différencie un peu 2 événements, les événements vraiment petits comités et les événements donc petits comités, je sais pas moi, 10-15 personnes, Mhm. et les événements de plus grande ampleur. Et c'est rigolo parce que les événements, pareil, c'est quelque chose qu'on fait comme depuis maintenant la nuit des temps. Ça continue à bien fonctionner, mais pour que ça continue à bien fonctionner, il faut réussir encore une fois à proposer quelque chose de fort. Et là, en fait, j'ai pas mal d'exemples à te donner sur les événements, incarnés. J'en ai un lorsque j'étais chez Partout. Alors d'ailleurs, c'était pas un événement physique, c'était un webinar. Ok. En gros, c'est pour expliquer comment, en fait, en faisant des webinars plus intimistes, on a réussi à avoir plus d'impact. Pendant longtemps, on faisait des webinars généralistes, alors qui avaient certes 400 ou 500 participants, c'était monstrueux, trop bien, mais qui finalement nous déclenchaient assez peu de rendez-vous. Et ce qu'on a remarqué, c'est que refaire cette même thématique de webinar, mais adapté au secteur d'activité, donc le refaire 10 fois pour 10 secteurs, on avait à chaque fois entre 10 et grand maximum 50 participants. On chopait autant de rendez-vous, mais multiplié par 10. Donc ça fait qu'à la fin, c'était 100 fois plus efficace. Alors que Ouais. la thématique était la même, elle était juste adaptée avec les bons exemples, les bons cas clients, les bons que sais-je pour le secteur. Et ça, c'est un moment où tu te dis, tiens, au départ, tu dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais faire ça? Ça va me prendre du temps. Et puis il faut le refaire, il faut la faire 10 fois, et puis c'est 10 campagnes d'email, et puis patati patata. Et en fait, quand tu vois le résultat derrière, et puis même au-delà du résultat purement en termes de rendez-vous pris, le taux de satisfaction des gens, enfin d'ailleurs même avant le taux de satisfaction, les questions-réponses, je trouve qu'il y a quelque chose que tu mesures quand tu vois l'engouement des gens Ouais. dans le chat. Les tonnes de questions qu'on avait pour chacun de ces webinars versus avant. Le fait aussi, qui dit plus petit comité, fait que les gens ils osent un peu plus prendre la parole, même quand c'est en webinar. Pourtant, tu vois pas les autres, mais je pense que tu as un peu moins peur de poser une question quand tu vois 500 participants versus 10 participants. Et des taux de satisfaction aussi beaucoup plus forts parce que tu as parlé leur langage, tu leur racontes leurs problématiques. Et pour toutes ces raisons, en fait, ça vaut le coup de faire le petit boulot supplémentaire, mais pour Mhm. impacter beaucoup plus l'audience. Et je pense que c'est ça aujourd'hui quand on parle de contenu incarné, c'est se dire, bah voilà, il y a eu saturation. Des choses ont été très bien faites dans le passé. Maintenant, bah, il faut aller aussi un peu au-dessus pour faire les choses mieux. Et quand je dis des choses au-dessus, c'est des choses que des boîtes font déjà beaucoup actuellement, mais c'est ce sur quoi il faut quand même bien miser. Et sur les événements intimistes, c'est aussi le fait, enfin moi je connais des boîtes qui font par exemple qui font des événements intimistes qui sont non brandés. Donc Ok. c'est, par exemple, je sais pas moi, c'est le club, bah, Kokoroé, ils font ça très bien, ils font le club HR pour les cibles RH, c'est pas du tout un Mhm. événement Kokoroé. Elles vont pas prendre la parole pour présenter, je sais pas moi, des tendances du marché ou même leurs nouveaux produits. C'est un événement, il y a une volontaire qui vient prendre la parole sur une thématique, ça échange. Elles sont dans un lieu sympa, un petit rooftop ou que sais-je. Et ces événements-là, elles vont les répéter. C'est vraiment ce club qui se retrouve. Ça fait presque un côté un peu communautaire. Enfin, Communauté, j'allais communauté. dire, tu es un peu dans cette dynamique, mine de rien, de communauté. Tu vois, moi, c'est ce que je vois par rapport aux événements. Et en fait, on refait le pendant avec l'IA, tu vois, c'est qu'au final, mine de rien, c'est ce retour au lien un peu humain, physique, C'est ça. qui est intéressant. En Ouais, fait, donc tu ouais, disais, exact. pardon, je t'ai Mais non, coupé. non, mais tu as raison. Entre l'IA et le côté post-Covid, il y a ce côté où effectivement les gens reprennent plaisir à revoir des êtres humains, et tant mieux, heureusement. Donc voilà, donc ça j'aime bien ce côté, voilà, un peu communauté, je trouve ça fort. Mhm. Et j'aime bien aussi ce sur quoi ça peut déboucher parce que pareil, si je reprends l'exemple de Kokoroé qu'elle racontait sur un podcast, c'est ce club-là, à un moment il a mené sur une discussion, cette discussion a amené à ce qu'ils co-organisent ensemble, c'était pas prévu, des workshops pour bosser sur une thématique. Ces workshops ont accouché d'un livre à destination des salariés de ces entreprises-là, qu'ils ont présenté en grande pompe lors d'un événement. Et en fait, c'est fou, c'est des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui se sont un peu nourries de par les discussions et qui ont débouché derrière sur ce bouquin.
Et ça, je trouve ça génial, en fait. Ce Ouais. côté que tu viens pas tout prédire, tout calculer. Ça, j'ai trouvé ça top. Et surtout quand c'est les gens qui s'accaparent, en fait, le sujet. Ouais, et puis c'est pas forcément non plus toujours des gros budgets, tu vois. Moi, j'avais reçu l'IA Yanora sur le podcast justement pour parler des événements de petits comités là. Ils organisaient les Pink Hour on Tour, ils avaient appelé ça. Donc à la base, c'était que parisien, donc c'est les Pink Hour tout court. Un événement en soirée, et puis petit à petit, les gens ont demandé aussi quand est-ce venaient en région. Donc ils ont commencé du coup à organiser des Pink Hour on Tour. Donc c'était des petits déj sous format petit déj, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'elle disait en fait. Mine de rien, un petit déj, c'est petit budget. Il s'arrangeait pour être invité par un partenaire qui du C'est coup ça. fournissait le lieu. Il y avait 15-20 personnes pour qui tu vas payer des croissants, du café et du jus d'orange. Donc en vrai, c'était quoi? 500 balles 500 euros de budget. Par contre, du coup, ils invitaient clients et des prospects en cours de transaction, tu vois, donc des gens à qui il y a déjà des contacts. Du coup, il y avait un vrai impact sur la vélocité du pipeline, on va dire, tu sais, sur la façon de faire avancer les deals, du coup, dans le pipeline. Et après, ben, mine de rien, il y avait des conférences. Donc, du coup, derrière, ça permettait d'alimenter aussi des newsletters pour leur base. Enfin, voilà. Ça venait encore une fois nourrir la stratégie de contenu dans sa globalité. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, c'était petit budget. C'est très intéressant, mine de rien, pour mobiliser les clients, donc créer cet esprit, encore une fois, communautaire. Et puis, bah, du coup, mettre des prospects qui sont peut-être avec qui on a déjà lancé des conversations commerciales pour les aider à avancer dans le funnel et à prendre une décision. C'est ça. Et oui, tu fais bien de rassurer sur le budget, exactement, hein. C'est des petits budgets, donc ça, c'est top, c'est accessible vraiment à tout le monde. Et enfin, quand on parle d'événements pour le coup, avec plus grosse audience, donc Mmh. 100 personnes ou plus, bon là, ça devient un budget, mais encore une fois, comme tu le dis bien, hein, tu trouves un partenaire, tu te fais héberger dans une boîte qui a un peu une salle de réception. Enfin, il faut pas se mettre de limite à se dire ah non, pas possible. En revanche, si tu fais cet événement-là, pareil, faut vraiment penser à tous ces détails qui vont donner un impact fort. Et là, je donne l'exemple d'une boîte qui s'appelle Napta, qui cible des cabinets de conseil et qui, pour la deuxième année consécutive, a fait une remise de prix. Remise de prix, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, hein, c'est pas une Mmh. innovation dans l'idée, mais ça n'existait pas dans le secteur. Et derrière, ce qu'elle se dit, c'est les cibles qu'on a, c'est des cibles quand même très hautes dans la hiérarchie, c'est des gens qui ont déjà vu pas mal de choses, donc il faut réussir à les surprendre. Et elles vont trouver des lieux magnifiques. Donc là, en l'occurrence, c'est des musées, donc des salles dans des musées avec des visites guidées avant qu'il y ait la présentation pour la remise des prix. Cette remise des prix, elle s'est articulée autour d'un membre de jury qui s'est porté volontaire pour collecter des dossiers et décider quels seraient les gagnants. Il y avait une présidente du jury qui, en l'occurrence, était Myriam El Khomri. Euh, Personnes qu'elles n'ont pas payé, hein, qu'elles sont juste Mmh. allées, qu'elles ont contacté pour lui proposer et qui a accepté. Les membres du jury, pareil, n'ont pas été payés pour faire ça, ils ont accepté bénévolement de faire ça. Et pas, il y avait des prospects, il y avait des clients dans ce lot. Et derrière, elles présentaient leur trophée qui était fait par une soufflerie, je ne sais plus trop où en France, qui a fait des trophées sur mesure magnifiques et qui n'ont pas coûté si cher. Pour le coup, eux, ils n'ont pas coûté si cher que ça, mais ils sont très très beaux. Donc en fait, il y avait tous ces détails qui ont été réfléchis pour faire que les gens se disent c'est une superbe expérience. Encore une fois, c'était très participatif, certes Mmh. organisé par NAPTA, mais très participatif dans le traitement et le choix des gagnants. Le lieu était beau et il y avait 150 personnes présentes et les gens ils quittaient plus la salle, quoi. Et ils te redemandent ensuite. Rentrez chez vous. Non, mais voilà, ils te demandent déjà la date de l'année prochaine. Ça leur fait une visibilité de dingue. Ils parlent avec leurs homologues. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça a relancé des discussions qui étaient un peu à l'abandon. Ça a redonné des informations sur des appels d'offres qui allaient tomber. Donc, au-delà de l'impact énorme que tu as sur l'image de marque d'organiser un événement aussi qualitatif et qui met autant en avant ton secteur, parce que Ouais. Napta n'était pas là pour prendre la parole, pour dire regardez ce qu'on fait, pas du tout. Ça, ce type d'événement-là, c'est un truc de fou. Et encore une fois, c'est rien neuf sous le soleil, mais c'est juste que c'est extrêmement bien exécuté. Tous les détails sont très très bien recherchés. Il y a eu un budget mis en place qui était important, mais encore une fois, j'ai vu moi des autres événements de ce type-là qui peut coûter parfois 2 000 à 3 000 euros, mais encore une fois, tu viens trouver les bons petits détails, tu viens faire les choses parfois un peu plus à la main s'il faut, quand tu peux pas aller payer ou sous-traiter.
pour avoir derrière un super événement qui aura un impact fort sur l'audience, je trouve. Ouais, puis tu peux faire aussi des fois financer, mine de rien, des partenaires aussi quand tu as des gros budgets, vendre des espaces com, Alors ouais, il y en des a qui petits font stands ça, dans tout des à fait. coins et tout, et comme ça tu peux avoir des co-investissements sur tes événements qui te permettent d'augmenter un petit peu l'enveloppe, quoi. Ouais, bah, tout à fait, je me rappelle, il y a pas mal d'années, alors on n'avait pas participé avec partout, mais il y avait une boîte qui s'appelait Lengo, qui faisait, je sais plus comment ça s'appelait, les Lengo Day ou Lengo Night, bref. Et c'était un immense événement. Et ils proposaient, un peu comme un salon, ils disaient, bah ok, partout où vous voulez venir, bah, dans Mmh. ce cas, vous prenez un sorte de stand, vous payez un truc sponsor, et à la fin, enfin, je sais pas si ça finançait entièrement ou pas leur événement, mais ça, ils contribuaient quand même pas mal. Donc oui, ça c'est une bonne idée aussi. Ouais, ouais, très cool. Donc bon bah voilà pour ce premier point sur les contenus incarnés. Donc j'allais dire investissez. Non, ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Non mais en tout cas miser sur les contenus incarnés, ramener de l'humain et de l'expertise vraiment dans les contenus. On se contente pas de contenu AI generated. Et donc l'idée c'est effectivement soit podcast, mais en fait podcast, YouTube, machin, même une série de webinars quoi. C'est des contenus dans lesquels on va faire parler des experts, trouver des sujets intéressants, faites intervenir des experts extérieurs, recycler ce contenu-là, et puis pourquoi pas effectivement miser sur des événements en petit comité pour recréer du lien, recréer ce sentiment de communauté. On voit que les gens en tout cas reviennent à ce besoin-là, quoi. Deuxième Ah, sujet. deuxième sujet, je te lance Euh, sur l'influence. allez, vas-y. Euh, Merde, je t'ai lancé. lance-moi. Ah merde, c'était ça le lancement. Non, mais du coup, ouais, le sujet, on voulait parler d'influence. Mine de rien, tu vois, ça va faire un peu le lien avec ce qu'on disait juste avant, mais pourquoi l'influence, c'est intéressant? Bah parce que du coup, on va justement capitaliser quand on n'a pas l'envie ou la capacité de créer cette communauté et de créer tout ce contenu-là, ben aller miser sur des personnes qui ont fait le travail, des podcasteurs, des newsletters, des gens qui créent des communautés, des médias, bref, ou sur LinkedIn, des gens qui ont des gros followers, des gros following sur les réseaux sociaux. Ça permet bah, du coup d'aller bénéficier de ce lien de confiance qui a été créé au préalable par l'influenceur. Euh, c'est vrai que moi, tu vois, encore une fois, je le vois, mine de rien, ça se structure en B2B. C'était évidemment quelque chose dont on a l'habitude en B2C, sur Insta notamment, tu vois, même les placements de produits dans les séries, sur Netflix, si Hmm. tu vas regarder et tout ça, c'est des choses qui sont très répandues. On voit que ça structure en B2B. Moi, je le vois parce que, tu vois, typiquement, j'ai été plus sollicité par des marques sur le deuxième semestre de 2025 que entre 2022 et 2025 et 2025. Donc on voit que les marques commencent à se bouger. Pareil, on en discutait dans la communauté sur les plans 2026. Il y a pas mal de marketeurs qui commencent à se dire tiens, est-ce que je mettrais pas une ligne pour tester ce canal-là? Donc ça c'est voilà, on voit que ça bouge. Il y a des agences qui commencent à se créer aussi autour de l'influence B2B comme ça existe sur le B2C. Des plateformes pour recenser des influenceurs, même si ça, on en a encore un petit peu au début. Donc voilà, il y a vraiment des sujets. On voit que ça commence à se structurer. Je vais prendre le cas, par exemple, tu vois, de Shine, que j'avais reçu sur le podcast parce qu'elle avait vraiment bien structuré son approche. Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi l'influence, eux? Bah, c'est parce qu'en fait, ils avaient identifié que le bouche à oreille, c'était un de leurs premiers canaux d'acquisition, qu'ils avaient des clients qui adoraient le produit et qui en parlaient, et que certains de leurs clients, bah, mine de rien, c'était des indés qui avaient créé une audience sur un canal quel qu'il soit. Et donc, ils se sont dit, bah, en fait, c'est un moyen d'amplifier le bouche à oreille. On va aller chercher des clients satisfaits qui ont une audience pour leur demander de parler du produit. Euh, et je pensais aussi à, c'était Erwan Gauthier que j'avais reçu, qui était chez Folk à l'époque et qui est head of Hmm. growth chez Lemlist aujourd'hui, qui me disait que lui, à l'époque chez Folk, il s'en servait aussi pas mal pour tester des nouveaux marchés. Parce que potentiellement, bah, il voulait tester l'Australie ou le Brésil, et donc plutôt que de lancer de la pub ou voilà, il testait déjà avec un influenceur qui avait une communauté qui était pertinente par rapport, une audience qui était pertinente par rapport à ce que bah, eux vendaient. Et donc, ils testaient comme ça. Donc, ça peut être effectivement aussi super intéressant pour aller tester des segments de marché qui sont très précis. Voilà. Après, évidemment, c'est encore un petit peu plus compliqué qu'en B2C parce que d'identifier les bons influenceurs, ça peut prendre du temps. C'est encore, mine de rien, pas mal de travail manuel. Il y a quelques pièges à éviter aussi. Il faut faire attention. C'est pas forcément la taille de la communauté qui compte, mais c'est plus l'engagement. Et ça, c'est vrai que des fois, sur des micro-influenceurs, on peut trouver des engagements qui sont beaucoup plus importants que chez des très, très gros influenceurs. Euh, donc voilà, faire attention à ces sujets-là, quoi. Et puis après, l'autre sujet, c'est que j'allais dire, il faut bien voir pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce qu'en fait, quand on veut faire de l'influence en B2B,
Il y a plusieurs façons de faire de l'influence selon les objectifs qu'on va rechercher. Est-ce qu'on cherche un objectif de notoriété? Est-ce qu'on va chercher un objectif de lead gen? Enfin, comme toujours en marketing, quoi. Il faut poser des objectifs sur ses actions et puis activer les bons leviers pour atteindre ces objectifs-là. Mais tu vois, par exemple, quelque chose qui est très courant, d'ailleurs, de toute façon, si vous écoutez le podcast, vous le savez, par exemple, ça va être le sponsoring. Donc là, il s'agit de payer un influenceur pour avoir une annonce. Ça peut être un pré-roll sur un podcast, ça peut être un encart dans une newsletter, ça peut être un message préécrit sur les réseaux sociaux. Mais en gros, là, l'engagement, il est assez faible de la marque. On va fournir des éléments de communication, on va payer l'influenceur pour qu'il diffuse notre message. Et donc là, ça va peut-être demander de préparer un brief, tu vois, avec le logo, les éléments de langage de la marque, le CTA, les choses à pousser, des trucs comme ça. Mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Un peu plus complexe. Donc ça, c'est bien sur du podcast plutôt pour de la notoriété, de la visibilité, parce qu'on sait très bien que les gens qui écoutent du podcast, ils vont pas aller cliquer dans le lien qui est dans la description. Mine de rien, c'est assez difficile à traquer. C'est plutôt, on va entendre le message régulièrement et puis on va finir par taper dans Google et puis ça fera du trafic brandé. Mais c'est difficile d'attribuer précisément au podcast. Ça l'est un peu plus sur de la newsletter, par exemple. Où là, tu peux avoir du clic et donc détecter le trafic qui vient. Potentiellement, ça peut se faire par des codes cadeaux. Tu vois ça, on le voit pas mal sur YouTube. Moi, je regarde des vidéos et tu vois, effectivement, les mecs, ils ont leur petit passage où ils vont faire la pub du truc et puis à la fin, ils disent, du coup, utilisez le code Ouais, ça, c'est pas mal. Patrice25 et puis comme ça, on saura que ça vient de Patrice, quoi. Donc voilà, bon, ça, c'est des petits trucs qu'on peut utiliser dans le sponsoring, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir, c'est pas du direct, de direct response, quoi. Si on veut aller un petit peu plus loin, il va y avoir le placement de produits. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore une fois classiquement en B2B, enfin en B2C dans des séries, dans des films, tu vas avoir la grosse ordi Apple avec l'écran, voilà, beau placement de produit. Ça existe en B2B aussi. Par exemple, si on reprend l'exemple de Shine, tu peux avoir un freelance qui va te faire une vidéo sur comment il structure son entreprise ou comment il gère son quotidien et sa compta. Et puis dedans, tu vas voir que à un moment, il va ouvrir Shine pour faire sa facture. Voilà. Ouais. Donc ça, là, c'est du placement de produit. Tu vas avoir potentiellement, si tu veux aller encore plus loin, des collabs en co-création, où tu peux aller co-créer un événement, co-créer un contenu avec le créateur, ça va te demander plus d'efforts, mais là, pour le coup, dans un aspect lead gen, c'est peut-être un peu plus intéressant. Parce que forcément, tu vas récupérer des leads, des inscrits, des fichiers, des machins que tu peux tracer. Et puis après, tu as des programmes ambassadeurs, où là, c'est des relations aussi sur plus long terme que tu vas créer avec un influenceur, qui va se faire aussi le relais de tes communications, quand tu sors des nouveautés produits, quand tu as des gros événements. Voilà, il y a des choses à arranger autour de ça. Et puis, à la base de l'influence, mine de rien, quelque chose qui est très connu aussi, c'est l'affiliation. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? C'est très intéressant pour la marque, parce que du coup, l'affiliation, c'est quoi? C'est une rétrocom que tu vas céder en fait à l'influenceur, qui t'aura généré un deal. Il y a un accord avant, c'est cool, peut-être tu vas toucher 10% du deal, de tous les deals qu'on va signer, ou 10% des 3 premiers mois, enfin, ou bref, il y a mille façons d'imaginer. Mais du coup, en fait, tu payes au résultat. Donc, c'est intéressant pour toi parce que tu ne payes que si tu génères de l'argent. Par contre, voilà, dans ces relations, ça se prête pas forcément à tous les types de contenus. Sur un post LinkedIn qui a une durée de vie de 5 minutes, souvent l'influenceur il va pas s'y retrouver, donc peut-être que c'est un truc qui marchera pas. Sur une vidéo YouTube qui va peut-être générer du trafic pendant 2 ans, ça peut être peut-être un peu plus intéressant d'avoir effectivement ce système d'affiliation avec un lien traqué en description. Voilà, donc ça rentre aussi, il faut que ce soit fair pour win-win, on va dire, pour le créateur et pour la marque, mais en tout cas ça rentre dans ce qui est possible de faire par rapport à l'influence. Bon voilà, encore une fois, par contre, ça c'est les différents types d'influence. À voir comment ça se mobilise par rapport aux intérêts de la boîte, des boîtes et des objectifs qui sont mis en face. Moi, j'y crois beaucoup, tu vois, parce que je pense que, de toute façon, ça a fait ses preuves en B2C, et il y a certainement des choses à aller chercher en B2B par rapport à ça, quoi. C'est ça. Après, moi, j'ai juste moins d'exemples, tu sais, sur des cibles plus grands comptes, c'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'influence, et c'était souvent sur des cibles SMBs, voire parfois carrément de l'indépendant. Ouais, Sur des ouais, cibles ouais. grands comptes, c'est vrai que j'ai moins. Enfin, je connais des boîtes qui commencent à lancer ça, mais c'est encore trop tôt pour avoir des résultats. Mais en gros, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont trouver des experts pour, pour qui vont prendre la parole sur des conférences, sur des gros salons, et qui, à un moment ou l'autre, vont lâcher le nom de la boîte. Donc ça, c'est ce qui se fait pas mal sur les posts LinkedIn aussi. Mais c'est vrai que j'ai encore moins de. Enfin, j'ai moins de recul. Enfin, les gens à qui j'ai parlé, pour l'instant, on n'a pas encore de recul, en tout cas en France, sur cette partie influence. Mais comme toi, j'y crois aussi beaucoup. C'est une manière de, euh,
déjà d'avoir un axe différenciant pour venir toucher à ta notoriété. Puis encore une fois, dans ces moments où tu as toujours besoin de ressortir du lot sur des canaux très saturés, il faut toujours un peu réinventer ou réoptimiser certaines choses. Et sur l'influence, j'y crois pas mal. Mais tu vois, ce qui était aussi ressorti dans les discussions, c'était que, en fait, les collaborations one shot, c'est pas ce qui marchait, et que ton influenceur, tu dois vraiment le voir comme ton ambassadeur. En fait, c'est quelqu'un qui apprécie, qui au-delà de l'argent qui va toucher, il faut qu'ils disent, OK, cette boîte, ce projet, cette vision, ce produit, j'y crois, ça me plaît, et qui va rendre quelque part assez naturel la relation et les prises de parole. Je pense que c'est ça, enfin, c'est ce que j'entendais beaucoup sur les facteurs de succès de l'influence, et qu'il fallait surtout avoir un lien direct avec ces gens-là. Alors je sais qu'il existe en B2B des agences qui font ce rôle d'intermédiaire. Donc encore une fois, je manque de recul pour dire bien ou pas bien, mais en tout cas, ces podcasts que j'écoutais disaient tous que visiblement, c'était quand même mieux et plus fort d'y aller en direct. Et quelque part, enfin, si tu y réfléchis de manière très logique, j'y crois aussi. Je préférais que demain, euh, enfin, on doit bosser ensemble, Axel. Il y aura rien de mieux que d'avoir des échanges tous les deux, qu'un Ouais, ouais, intermédiaire qui ouais. dit Axel t'a dit que, faudrait que tu postes ci, que tu fasses ça. Forcément, ça vient un peu te déshumaniser, c'est moins fort. Et quand on parlait d'incarner les contenus, là, c'est un peu incarner un projet. Donc, je trouve quand même que c'est plus fort s'il y a un lien en direct. Ouais. Après, tu vois, je reviens sur ce que tu dis sur c'est vrai que c'est les premiers exemples B2B qu'on a trouvés, c'était plus du B2C-like, au final, parce que tu étais sur de l'indépendant, donc la mécanique, elle est assez proche, parce que tu es sur des gens qui, d'ailleurs, les exemples que je t'ai donnés, c'est plutôt ça, sur des gens qui ont la carte bleue directement, presque, pour prendre les décisions. Après, tu vois, mine de rien, je vois un podcast sales, je crois que c'est Laetitia Fall qui fait ça, qui est brandé Cognism, qui a quand même Mmh. un Ouais, gros logiciel ouais, B2B ouais. qui cible les sales. Bah moi personnellement, je l'ai fait longtemps avec pendant des années avec Pledzi aussi, et là avec Eat, tu vois, qui est pour le coup, c'est des logiciels à plusieurs milliers d'euros, qui sont pour des boîtes structurées quand même, tu vois. Donc c'est pas, on n'est plus sur le petit logiciel pour indépendant, c'est pas Ouais, t'as Notion, tu raison. vois, où tu vas mettre 10 balles par mois. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi. Peut-être que là, c'est plus intéressant de créer une relation qui va durer 3, 6, 12 mois, parce que peut-être que tu vas générer un deal, deux deals, signer trois deals, tu vois, mais quand c'est des gros paniers, bah, en fait, il suffit de ça, quoi. Mais par contre, bah, évidemment, c'est difficile de l'avoir si tu fais un épisode. Tu fais un épisode de podcast, bon bah écoute, tu vas pas forcément rester ancré, quoi. Mais quand c'est sur de gros paniers, la notion de temps, elle est importante, je pense aussi. Bah ouais, bah c'est ça, bah, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait. On file sur les cas d'usage IA. Ouais, ouais, bah on l'a promis au début, donc faisons-le. Ah oui, et d'ailleurs, avant les cas d'usage, j'ai oublié, on a quand même quelques chiffres à Ouais. partager qui étaient intéressants, qui viennent d'un article d'Abondance et qui cite Ahrefs en source, qui explique aujourd'hui comment sont faites les recherches. Est-ce que Google est mort? Est-ce qu'on utilise beaucoup plus l'IA? Et il y a un chiffre qui est quand même assez parlant, parce qu'on a parfois presque l'impression que c'est bon, Google c'est foutu et tout est sur l'IA. Et non, et heureusement que non, tu as encore 210 fois plus de trafic sur Google que sur les 4 grandes IA réunies, là, comme Réunis, ouais. ChatGPT, Perplexity, etc. Donc, il y a encore un rôle immense de Google, donc ça c'est certain, donc il faut pas l'oublier et pas se dire maintenant c'est que l'IA. Même lorsque tu bosses la partie SEO pour les LLM, la GEO, tu malgré tout en train de faire du SEO aussi à 80% qui Mm. correspond aussi à Google, donc j'ai envie de dire, tu fais pas de mauvaises opérations. En tout cas, voilà, Google est encore très fort. En revanche, ce qui m'a marqué, moi, dans cet article, c'est que l'écart se réduit pas mal. C'est-à-dire que ça, c'est des chiffres qui étaient entre juin 2025 et juin 2024. Mais quelques mois avant, entre mars 2025 et mars 2024, c'était Google qui n'était pas, c'était pas 210 recherches, enfin 210 fois plus de trafic sur Google, c'était 300, Ouais. 345 de plus. Enfin, fois plus, pardon. Alors, je serais quand même surpris que tous les 3 mois, ce soit divisé par 1,5 ou par Ouais. 2. Donc, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là entre mars et juin. Mais en tout cas, ce qui est certain, voilà, c'est que l'IA progresse très vite, mais que Google est encore très, très présent.
Côté IA, sans trop de surprise, c'est ChatGPT, je vois qui est largement en tête, hein. Si je relis, c'est 85%, 83% du trafic IA. Ouais. Et ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est la seule plateforme IA qui est en progression quand les autres sont flat. Après, on sait que les choses peuvent changer assez vite dans ce milieu, donc il faut toujours faire un peu gaffe. Et à la question de quelle IA choisir, c'est quelque chose on en discutait avec Axel la dernière fois, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les boîtes, ce côté un peu FOMO de est-ce que j'utilise pas le mauvais outil? Et attention, il y a Bidule qui a lancé telle mise à jour, maintenant ce truc-là, il est trop bien fait, faut que j'aille absolument. Et nous, ce qu'on se disait, c'est que déjà, que les gens apprennent à bien se servir de l'IA, ce qui est déjà quand même pas simple. Bien Mmh. prompter, c'est un peu tout un art. Et en fait, bien prompter, moi, je le compare beaucoup à aussi une époque, mais qui n'est pas finie, de quand tu briefes un prestataire ou quand tu briefes Ouais. une agence. Et le nombre de fois où, quand tu es de l'autre côté en tant que prestataire, tu dis: «OK, le brief, il est pas clair», bah, finalement, c'est quelqu'un qui aura aussi la même difficulté à bien briefer l'IA, à bien prompter. Donc il y a déjà un gros boulot là-dessus, c'est les exemples qu'on va donner tout à l'heure. Voilà, même si il y a des IA qui ont, certaines spécificités, je sais que Perplexity, est souvent plus utilisé pour des travaux un peu de recherche un peu plus approfondis, des analyses. En tout cas, voilà, tu vas sur un ChatGPT pour commencer, tu feras pas une grosse erreur à choisir un ChatGPT ou un Perplexity Ouais. pour faire ton boulot de marketing, et tout se passera très bien. Ouais, c'est vrai que enfin, ce que tu dis, c'est important. En fait, le message qu'on voulait passer un petit peu par rapport à l'IA, c'est évidemment, il faut s'y mettre, parce que c'est important de monter en compétence sur ces sujets-là. Après, il faut pas courir non plus comme un poulet sans tête, quoi. Essayer d'éviter le FOMO au maximum, même si on en est victime nous-mêmes, hein. Mais c'est vrai qu'entre on nous prédit la mort du SEO, mais bon, voilà, le GEO, tout le monde en parle, mais en même temps, bah, Google, ça reste aujourd'hui l'énorme leader du marché sur le trafic généré. Euh, et puis après, bah, c'est aussi tous les outils IA qui sortent à droite à gauche. Bah, des fois, en fait, on voit bien qu'il faut faire quand même doucement avec la carte bleue quand on veut prendre des abonnements mensuels ou annuels sur les différents outils d'IA, parce que bah, en fait, la prochaine mise à jour de ChatGPT ou de Gemini ou de Claude, et bah, ça va, on voit bien couvrir de nouveaux cas d'usage. Donc, tu as des logiciels qui prennent des croissances fulgurantes et puis qui, en fait, meurent le lendemain parce que ChatGPT a sorti la fonctionnalité. Donc, voilà. Bref, s'y intéresser, faire attention, commencer par bien maîtriser les IA de base. Évidemment, le GEO, c'est aussi beaucoup de SEO. Donc, voilà, voir ce qu'on peut mutualiser et pas trop flipper non plus par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pardon, il y a quand même 2-3 chiffres que j'ai zappé de donner, parce que certes, Google 210 fois plus de trafic, mais ce qui est intéressant, c'est que Google, c'est 40% du trafic web. Le trafic direct, donc brandé, Ouais. 35%. Et en fait, ChatGPT, c'est la première IA arrivée et c'est 0,17%. Je pense que ça, c'est un Ouais. chiffre intéressant à avoir en tête. C'est clair, c'est clair. Par contre, tu vois, ce qui est intéressant, et pourquoi il faut pas non plus rater l'opportunité, c'est que moi, ce que je vois pour discuter avec deux, trois marketeurs à droite à gauche aussi, c'est qu'en fait, souvent, évidemment, c'est une part minime du trafic, tu vois, on en parlait dans la communauté, mais c'est moins de 1%, effectivement, du trafic généré par ChatGPT. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand ça convertit, c'est du trafic qui est très qualifié. Ouais, ça, c'est Tu vrai. vois, c'est C'est que vrai. souvent, ça va être, je pense, des recherches de donne-moi les 10 meilleurs ou 5 Mm. meilleurs logiciels de machin. Tu vois, et tu vois qu'en fait, le trafic qui vient, bah, il convertit quand même plus que le reste en termes proportionnellement, tu vois. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de le capter. Voilà. Donc, Non, mais il non, mais t'as raison, n'empêche non, mais que. pour le coup, il faut y aller. Effectivement, si j'ai mal transmis l'info, Ah non, non, c'est pas ce que faut je y aller disais. à fond. C'est ultra important. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, on voulait vous partager quelques cas d'usage. Moi, c'est vrai que mon cas d'usage principal, je l'appelle l'assistant podcast. C'est comme ça que j'ai nommé mon GPT parce que du coup, je le fais sur ChatGPT. Et en fait, qu'est-ce qui me fait Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de mettre de l'IA pour mettre de l'IA, c'est de mettre de l'IA là où c'est efficace. Et donc essayer de repérer où est-ce qu'on perd du temps ou alors où est-ce qu'on a une capacité qui manque. Et donc en fait, moi, typiquement, quand je sors un épisode de podcast, je fais toujours la même chose. Je vais devoir rédiger un titre, rédiger une description pour les plateformes d'écoute, rédiger un post LinkedIn pour diffuser le podcast. Potentiellement, selon le sujet, je vais faire une newsletter qui va aussi recycler un peu les enseignements principaux du podcast. Et ça, je le fais tout le temps. Et donc, je me suis dit qu'il y avait forcément un potentiel d'IA à aller chercher là derrière pour m'aider, gagner du temps là-dessus. Donc, en fait, j'ai créé mon GPT personnalisé dans lequel j'ai mis 70 numéros de newsletter, je crois, pour qu'il capte mon ton et qu'il ait aussi de la connaissance market, Ouais. enfin de ma connaissance market et ma façon d'exprimer et de traiter les sujets. Je lui ai donné des exemples de description, des exemples de titres aussi d'épisodes de podcast pour que
et je lui ai donné un prompt pour que quand je mets le transcript du podcast, il me génère 5-6 propositions de titres, une description, un post LinkedIn et un plan de newsletter avec des citations. Et donc ça, voilà, maintenant je clique, enfin je fais glisser déposer mon fichier texte et ça me sort tout ça, quoi. Donc je gagne énormément de temps par rapport à ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par contre, le prompt, il est très long. Donc, je mettrai le lien dans la description de la newsletter où j'ai mis tout le prompt en entier, comme ça vous pourrez le retrouver. Mais en gros, l'idée, c'est dans du prompt, c'est pouvoir dire ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, et de bien cadrer le truc. Donc, au début, c'est de lui donner du contexte. Donc, c'est un assistant éditorial spécialisé marketing B2B, machin. Sa mission, c'est de m'aider, moi, à diffuser efficacement un nouvel épisode de podcast. Et pour ça, il va devoir produire, en respectant mon ton, en restant concret, orienté action, il va devoir reproduire à chaque fois tel type d'élément, tel type d'élément, tel type d'élément. Du coup, pour ça, il va s'appuyer strictement sur la transcription brute de l'épisode, le fichier texte que je lui donne pour générer les éléments que je veux. Et les éléments, là, je les décris. Le premier, c'est une description d'épisode optimisée pour les plateformes d'écoute avec 150 à 250 mots structurés comme suit. Intro direct qui résume le sujet en une phrase. Un contenu qui va lister les points clés avec des bullet points si c'est pertinent et une conclusion qui incite à l'écoute et au partage. Et après, il va devoir me faire un post LinkedIn, pareil. Donc, du coup, là, je vais lui dire, inspire-toi de la façon d'écrire de Axel Kaetka et puis 2-3 autres créateurs que j'aime bien. Mais en essayant de respecter mon ton. Et là-dessus, je veux qu'il structure un post avec une phrase d'accroche qui va choquer un peu ou scroll stopper pour présenter le sujet. Derrière, la description, agiter un petit peu les problématiques qui sont liées à ça. Derrière, on présente l'invité. Derrière, bullet point pour les points clés de l'épisode. Et puis le CTA. Et ça, c'est décrit dans le prompt, en fait. Et du coup, il y a comment on fait la description de l'épisode, comment on génère des titres avec des exemples, comment on fait le post LinkedIn et comment on fait le template de newsletter. Et en plus, je lui ai donné toute la matière en amont, ce qui fait que là, du coup, c'est très cadré et ça correspond, l'output, du coup, est très intéressant pour moi parce que j'ai pas besoin de remettre énormément de travail derrière pour le convertir. Ça, c'est mon cas d'usage principal que j'utilise. Oh, génial, franchement, le temps que ça fait gagner derrière. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et surtout, la qualité du résultat est aujourd'hui vraiment pas mal. C'est ça qui est bien, c'est que toi, tu as pu te faire 2 bonnes années, entre guillemets, à faire tout ça solo. Ouais, Et finalement, je capitalise sur tout non, c'est bon. j'en ai sué, tu vois, mais aujourd'hui, du coup, ça me permet de donner de la bonne matière à l'IA. Et un deuxième cas d'usage, c'est sur le cas du gardien du tone of voice. Donc, en gros, c'est de se dire, pour chaque équipe marketing, il y a toujours un véritable enjeu qui est comment s'assurer que chaque prise de parole, chaque contenu écrit, oral, respecte le tone of voice de la boîte. Alors certes, tu as beau bien faire tes onboarding, bien avoir tes playbooks, avoir tes brainbooks, avoir tes que sais-je, mettre parfois des garde-fous avant que certains gros contenus soient publiés. Et quand je dis publier, c'est pas, c'est pas que des choses qui touchent au marketing, parce que marketing, évidemment, ton garde-fou, normalement, enfin, les équipes sont bien formées Briefé, et le garde-fou est là, évidemment, mais dès que ça touche à d'autres départements, quand tu t'assures que là, ça ne parte pas en cacahuète. Et là, il y a un super, il y a un super prompt, justement, pareil, qu'Axel a renseigné, et d'ailleurs qui fait pas mal écho à un prompt que je vois là dans une boîte avec qui je bosse actuellement, où en gros, la personne, elle s'est dit, OK, là, l'idée, c'est à la fois de gagner du temps sur l'onboarding des nouvelles personnes et à la fois réussir à être ce garant dans la boîte pour tous les collaborateurs actuels. Et en gros, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle a nourri ChatGPT d'une tonne de matériel. Déjà, le brainbook de la boîte, tous les contenus qui respectaient au maximum les bons éléments de langage et le bon playbook. Elle a aussi entraîné sur pas mal de contenus pour lui dire maintenant, là, t'es passé à côté de ci, à côté de ça, attention, patati patata, bref. Et ensuite, à la fin, il y a quelque chose de génial qui fait que chaque personne, maintenant, peut renseigner un contenu, que ce soit un email ou un script d'une prise de parole ou que sais-je, pour avoir une vérification. Et dans cette vérification, là, il faut bien éduquer et bien prompter, c'est de dire attention, avant qu'il y ait tout de suite une correction, c'est qu'il y ait des questions qui soient posées à l'utilisateur pour dire ok, là, le contenu que tu me partages, c'est quoi l'objectif, à qui ça va être partagé, sur quel canal, quel contexte, ouais.
exactement tout le contexte pour que derrière les suggestions et corrections soient les plus pertinentes possibles. Et dans ces suggestions et corrections, c'est de dire attention déjà, parce que l'IA adore faire ça. Tu m'inventes pas de choses nouvelles dans mon article qui sortiraient de nulle part et que j'ai pas demandé. Tu va peut-être me mettre en avant les choses que tu comptes modifier et m'expliquer pourquoi pour aussi me faire progresser. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort et c'est maintenant on l'utilise sur tous nos articles et tous nos contenus et franchement, je trouve que le résultat est vraiment bluffant sur ça. Ouais, bah ça, tu vois, je trouve ça trop bien, effectivement, dans le gardien du tone of voice, c'est un super cas d'usage parce que ça permet à tout le monde, à tous les nouveaux, enfin, déjà dans tous les autres services, d'avoir la montée en compétences et ces garde-fous très rapides sans avoir besoin de solliciter le marketing. Et puis sur l'onboarding des nouveaux aussi, c'est top, quoi, c'est C'est ça. euh, et moi, je voulais partager un dernier cas d'usage et je vais te couper l'herbe sur le pied parce que je vais pas te parler dessus, qu'on avait noté ensemble dans le truc, mais parce que il y a un épisode dédié qui arrive bientôt, donc je vais pas trop vous en dire, mais je trouve ça trop bien parce que moi, c'est un truc qui m'avait super frustré. C'est dans la communauté, il y a un membre qui a codé un lead magnet du coup avec ChatGPT 5, tu vois, et du coup, en Ouais. fait, il a codé un calculateur de KPI. Tu vois, et moi je trouve ça trop bien parce que plusieurs fois, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais sur mon précédent poste, j'avais des idées de lead magnet un peu comme ça, tu vois, calculateur et tout, et, euh, et en fait t'es frustré parce que t'as pas la compétence toi pour le développer, et puis les devs en interne, bah, ils sont toujours occupés à ceci, à cela, et du coup ils ont pas la bande passante pour le faire, et des fois t'as des idées mais tu peux pas aller au bout quoi, Ouais, bien sûr. de trucs cool. Et bah là, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a briefé son truc à GPT, quoi, à Ouais. ChatGPT, et ChatGPT lui a généré un bout de code. Donc derrière, dans son WordPress, il a pris le petit bloc code dans lequel il l'a mis, tu vois, en lui demandant un extrait justement de le coder pour WordPress, quoi. Il a mis le petit bout de code dans sa page, il a testé, il y avait un bug, du coup il est revenu sur ChatGPT, il a dit ah bah il y a ça qui bug, il y a ça qui bug, comment est-ce que tu peux le corriger? Boum, ChatGPT il te ressort le code corrigé, il l'a remis, et puis en fait petit à petit comme ça il a codé au début avec un seul KPI, en lui demandant bah, c'était quoi les champs d'entrée, c'était quoi les champs de sortie qu'il voulait avoir. Et puis après, du coup, il en a rajouté un, rajouté un, rajouté un, rajouté un. Il a complété comme ça son truc. Et à la fin, il est arrivé à un lead magnet qui fonctionne trop bien sur son site. Et qui en plus, tu vois, il a rajouté dans tous les articles un peu SEO de blog, Ouais. justement, qui traitaient des sujets des KPI. Et bah, vu que les gens passent du temps sur la page derrière, en plus, ça a un super impact en termes de SEO et ça a permis de ranker sur des mots-clés compétitifs, quoi. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que c'est super, tu vois, c'est une compétence qui nous manquait. Nous, aux marketeurs, quand t'es pas dev, quand t'es pas Ouais, je suis tech, d'accord. bah, c'est un truc sur lequel tu as un vrai frein. Tu vois, comme moi, quand on avait organisé en juin là, le summit aussi de la Mhm. communauté, euh, et ben, moi, j'étais bloqué dans la déclinaison graphique du logo du Café du Market. Et Oui. ben, en fait, j'ai pris mon image, mon icône, et je l'ai mise dans le chat GPT en lui demandant, bah, dans le même style, machin, est-ce que tu peux me mettre ce petit bonhomme qui tombe dans la tasse de café, mais dans une autre position, tu vois? Et en fait, il m'a généré un truc qui était trop bien. Et je trouve que ça, tu vois, c'est là que c'est super intéressant aussi dans les cas d'usage. C'est qu'en fait, il y a plein d'endroits où nous, marketeurs, on était bloqués, que ce soit dans la création graphique ou dans la capacité technique à faire des trucs. Et en fait, bah là, du coup, on a quelqu'un qui est capable de le faire aussi avec nous, quoi. C'est pas parfait, il y a moyen, il y a besoin d'itérer un peu, mais en tout cas, ça ouvre un champ des possibles qui est super intéressant. Et du coup, voilà, je voulais partager ce petit cas d'usage-là et un Trop épisode bien. dédié qui arrive, et du coup, c'est super intéressant. Oh, it is, it Ah, is. t'as vu ça, je sers un petit peu de la fin de l'épisode quand même, pour teaser le prochain. Voilà, bon, on a beaucoup parlé au final, mais discussion passionnante. Patrice, merci beaucoup Mais d'être merci à venu toi, sur le c'était trop bien. podcast pour parler de ce sujet-là, c'était super intéressant. N'hésitez pas à venir nous en parler sur LinkedIn, Patrice Barbesier ou moi, venez nous questionner ou réagir aussi à l'épisode par rapport à ce que vous en avez pensé ou ce que vous voyez du market aussi pour cette année et vos projets aussi. Si vous avez des trucs cool qui arrivent, bah, venez m'en parler après tout, pourquoi pas. Ça peut être super intéressant de planifier notre discussion autour de ça. Merci Patrice. Trop bien, merci à toi. Et puis écoute, bah là, au moment où on enregistre, on est le 16 décembre. Donc je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci, toi aussi. Et puis je te souhaite une bonne journée. Merci, allez, ciao. Salut.